Ok la team, bienvenue. On va commencer avec les marchés américains, comme d'hab. Alors je préfère prévenir, je suis pas chez moi, j'ai pas le micro. Donc là, j'enregistre avec le microphone de mon MacBook. C'est pas la même qualité de son. Donc désolé par avance si le son de ma voix est de moins bonne qualité, on va dire. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire. Si vous regardez les onglets en haut là, vous voyez que j'ai pas mal de, d'onglets. Donc on va voir alors les marchés. Donc là on est jeudi 28 décembre. Donc on est à la fin de l'année. Les marchés qui augmentent alors que l'indice tente d'atteindre un nouveau record. Donc les marchés sont encore dans une phase d'optimisme suite à l'anticipation des baisses des taux d'intérêt en 2024. Donc la Fed va commencer à détendre, à se détendre, à détendre les marchés, à rebaisser les taux, donc à favoriser la croissance pour son économie, pour l'économie américaine. Et donc, là, ça va dans le sens des entreprises américaines. Et donc, c'est pour ça que les marchés boursiers augmentent. Voilà, par l'anticipation. La Fed a jusqu'à maintenant augmenté ses taux d'intérêt pour casser la croissance et donc refroidir son économie, puisque l'économie était très, on va dire, assez brûlante et assez chaude, vu que l'inflation a explosé. Donc, elle était, on va dire qu'elle était avec une bonne pression et une inflation très élevée. Et en fait, le fait d'augmenter les taux d'intérêt, ça casse un peu tous ces prix qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, quand les taux augmentent, tout devient plus cher pour emprunter, tout ça. Et en fait, les gens réfléchissent à deux fois avant de consommer ou des choses comme ça. Surtout aux États-Unis, ils fonctionnent beaucoup par rapport aux taux à crédit, tout ça. C'est pas comme en Europe ou en France. Là-bas, on emprunte beaucoup pour vivre. Et là-bas, si on augmente les taux, et pour le crédit, enfin les taux de remboursement sont beaucoup plus élevés à rembourser. Et donc les gens évitent d'emprunter si les taux sont trop élevés. Et donc ça casse la croissance. Ça casse la consommation et donc la croissance. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. En tout cas, maintenant, on est parti sur une baisse des taux. Donc les Américains vont à nouveau consommer, ce qui va être bon pour les entreprises. Et donc c'est pour ça que le SP500, qui est un des trois indices américains, augmente aujourd'hui. Tout ça, c'est sur ce vent d'optimisme de taux qui vont baisser. Vous voyez? Parce que la Fed, la Banque centrale américaine, semble avoir maîtrisé l'inflation. L'inflation diminue bien parce qu'ils ont augmenté les taux. Et donc là, ils ont la maîtrise et ils vont pouvoir détendre les marchés et recommencer à baisser les taux. Donc ici, on a un stratège qui affirme que les obligations sont actuellement plus attrayantes que les actions. Mais partage ses choix pour les deux. Donc il y a plusieurs marchés. Vous avez trois gros marchés dans les marchés financiers. Vous avez le marché du Forex, on va dire des échanges de devises. Ça, c'est le plus gros des trois marchés. Ça, il y a plusieurs milliards qui circulent sur les échanges de devises, des choses comme ça. L'euro contre le dollar contre le renminbi ou la monnaie chinoise, des choses comme ça. Ça, c'est le marché du Forex, c'est le plus gros marché. Ensuite, vous avez les marchés financiers, les marchés classiques qu'on connaît, la bourse. Les entreprises, vous investissez sur des entreprises qui cherchent du financement pour se développer, des choses comme ça. Ça, c'est la bourse. Et vous avez un troisième marché, les marchés obligataires. Et là, les marchés obligataires, c'est en fait, on va dire pour vulgariser, les États qui vont sur les marchés emprunter de l'argent auprès d'investisseurs ou de fonds d'investissement ou des choses comme ça. Et en fait, vous comme moi, en fait, c'est plutôt des gros portefeuilles qui peuvent, prêter de l'argent aux États. En fait, les États vont prendre un ticket comme un bon qu'ils vont émettre et ils vont s'engager à rembourser. Et en fait, vous pouvez à travers ce bon, où chaque investisseur peut déposer son argent et et toucher des intérêts, c'est-à-dire prêter son argent aux États et récupérer cet argent après plusieurs mois ou années et avec les intérêts qui vont aller avec. Vous voyez, ça c'est le marché obligataire. Et là, vu que les taux d'intérêt ont augmenté, ça a aussi augmenté les taux obligataires. Quand les taux d'intérêt, qui sont les taux, on va dire, général, augmentent, vous avez tous les autres taux, les taux hypothécaires pour les marchés immobiliers qui augmentent, mais les taux obligataires aussi.
Et en fait, tout ça, ça a des niveaux assez élevés en ce moment. Et comme les taux obligataires sont à des niveaux très élevés, c'est-à-dire que c'est très intéressant, on va dire, pour les investisseurs parce que là, ils peuvent aller s'exposer au marché obligataire et espérer recevoir des rendements élevés, vu que les taux aussi sont élevés là-bas. Vu que les taux d'intérêt ont augmenté, les taux obligataires sont à des niveaux très hauts et justement les investisseurs aiment que les taux sur les marchés obligataires soient élevés puisque quand ils vont émettre de l'argent ou prêter de l'argent aux États, eh ben, vu que les intérêts sont beaucoup plus élevés, les taux sont beaucoup plus élevés pour le remboursement, les investisseurs en profitent et gagnent des rendements plus élevés sur les marchés obligataires. Et donc, on va dire que les marchés obligataires sont, ce troisième marché-là, on va dire, est devenu attrayant. Et ici, un stratège dit que c'est même mieux que la bourse. En ce moment, c'est plus intéressant que le marché boursier, les marchés boursiers. Alors, moi, je dis que ça dépend, puisque sur les marchés boursiers, on a des entreprises, des actions qui surperforment largement. Et là, par exemple, vous avez Marathon Digital, qui est une entreprise liée aux crypto. Et Marathon, eux, en fait, ils achètent des fermes de minage. C'est tout ce qui est qui va servir pour miner le Bitcoin, on va dire. Et ils achètent voilà des GPU, enfin des matériels pour faire tourner la puissance de calcul. Et donc Marathon là, c'est en train d'exploser en bourse. C'est un peu, sur une semaine, je pense qu'on a déjà plus 70 ou 100%. Enfin, en tout cas, ça surperforme largement les indices américains. Et en fait, cette action là surperforme largement avec des rendements même à la semaine, on est à plus 20 ou plus 30% rien que cette semaine. Là, ça c'est largement mieux que les rendements offerts par les taux obligataires qui restent quand on est au plus haut à des 5-6%. Donc même si les marchés obligataires deviennent intéressants pour les gros portefeuilles, ça reste rien que 5-6%. Voilà, c'est pas avec ça que vous allez devenir extrêmement riche. C'est des bons rendements pour gagner de l'argent sans prendre trop de risques. Mais voilà, par rapport à des actions comme Marathon Digital, c'est rien. Et pour moi, la bourse reste largement plus intéressante si on sait bien choisir ses actions. Vous voyez, comme Marathon Digital. Et vous allez même voir une autre entreprise plus tard, là, comme Affirm, une entreprise de prêt qui explose aussi en bourse. Et ça, c'est des rendements qui sont bien plus élevés que ce que peut proposer les marchés obligataires. Donc voilà par rapport à ça. Donc aussi, l'importance justement sur les actions de bien choisir ses actions. Pourquoi ? Parce que ici, on note que 72% des actions américaines sous-performent leur indice. Donc, vous savez, les indices américains, c'est une concentration d'actions. Certains vont directement s'exposer aux indices pour avoir la moyenne de toutes les actions qui les composent et avoir on va dire, un rendement moyen. Mais on voit que quand on s'expose à des indices ou à plusieurs actions en même temps, on voit qu'il y en a largement qui sous-performent, qui vous offrent des performances pas très intéressantes. Et oui, vous avez bien lu, il y a 3 actions américaines donc sur 4 qui font moins bien que le SP500. Certains choisissent directement de s'exposer directement aux indices à travers des ETF, donc des trackers qui vont suivre directement les cours des indices ou de secteurs particuliers. Et là, ici, c'est pour ça qu'il est préférable de favoriser le stock picking à la gestion passive indicielle. Donc, le stock picking, c'est les choix individuels, c'est-à-dire que vous choisissez vous-même vos propres actions individuellement. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même vous exposer directement soit à Tesla ou à Apple ou à Amazon ou à, je sais pas moi, Shopify, plutôt qu'une gestion passive, c'est-à-dire de vous exposer à un panier d'actions et il y en a qui vont moins performer et d'autres qui vont performer un peu. Et en fait, cette année encore, le choix est discutable parce que on voit que le choix, si vous aurez choisi peut-être des actions individuelles, vous aurez largement surperformé le fait d'aller sur des actions, sur les indices, vous exposer à un panier d'actions ou des choses comme ça. Et moi, c'est ma stratégie. Je préfère choisir mes actions individuellement. Mais ça demande une grosse connaissance sur le marché, d'étudier les marchés et de regarder quelle entreprise va créer le plus de valeur. En tout cas, quelle entreprise va apporter le plus. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire ses propres recherches et viser. En général, c'est les actions les 7 magnifiques, là. Google, Apple, Microsoft, Facebook, c'est ces entreprises-là qui apportent le plus de valeur. Et c'est celles qui performent depuis des années, qui aident les indices américains à surperformer.
Vous voyez? Donc, moi, je recommande en tout cas le choix d'actions individuelles, le stop picking. Pour moi, c'est la meilleure stratégie. Mais, bien sûr, tout en faisant bien ses recherches et en étudiant bien, voilà, chaque entreprise, tout ça. Donc, ça demande du travail, mais c'est la meilleure stratégie pour optimiser ses rendements, plutôt que la gestion passive indicielle. Donc, vous exposez. Après, si vous n'avez pas le temps, bon, bah, vous prenez un ETF SP500 ou un ETF Monde, donc un tracker qui va suivre l'indice américain ou un indice mondial. Et là, bah, vous n'avez même pas besoin de regarder, vous êtes exposé à plusieurs actions directement. Et voilà, vous allez avoir un rendement aux alentours des 10%, tout ça. Donc voilà. Mais sachez que le choix d'actions individuelles peut vous emmener bien plus haut en termes de rendement, en tout cas. Donc voilà par rapport à ce petit, voilà, ce petit focus. Ici, maintenant, si on s'accorde au marché sur le moyen long terme, donc les marchés actuellement qui sont dans un vent positif et qui montent, mais en tout cas pour 2024, qu'est-ce qui nous attendrait? Ici, on dit que les investisseurs ont confiance dans la Fed, puisque c'est vrai que la Fed a maîtrisé le sujet. Et pour l'instant, ils arrivent à bien faire baisser l'inflation sans faire cracher les marchés, en jouant sur les taux d'intérêt. Et donc, les investisseurs commencent à avoir plutôt confiance en la Fed, puisqu'ils maîtrisent voilà, l'inflation, et voient le retour des actions bancaires. Donc, comme on anticipe une baisse des taux, ben, ça va favoriser les actions bancaires, vu que les taux vont se détendre et ça va aider les banques, en tout cas, à prêter, à faire des choses, voilà, optimiser leurs produits. Et donc, c'est pour ça qu'on voit un retour du secteur bancaire, des actions comme JP Morgan, des choses comme ça. Donc, ça, c'est si ça continue dans ce vent d'optimisme, les investisseurs sont plutôt confiants et voient 2024 comme même une continuité dans la hausse des actions. Donc, il faut faire attention. Hein. Les actions sont à des records, des ATH à des plus hauts. Donc, attention à une forte correction. Là, je ne vois pas comment ça pourrait arriver, mais toute chose a une fin. Et là, on est proche d'une bulle sur les actions. Donc, en tout cas, moi, prudent sur les actions. Pour moi, elles sont déjà assez montées. C'est pour ça que moi, je vais plutôt sur les cryptos, parce qu'on démarre un nouveau cycle de bull run. Mais les actions peuvent encore performer. Vous voyez, donc il faut bien choisir ses actions et bien voir quelle entreprise peut encore performer là. Donc les entreprises d'intelligence artificielle, peut-être comme Nvidia, Microsoft, ou les entreprises liées à la cryptographie, tout ça. Donc voilà, il faut bien en tout cas chercher. Donc voilà, plusieurs articles disent que les actions bondiront en 2024, vu le recul des craintes. Donc comme les taux vont rebaisser, ce qui va favoriser la croissance, donc il y a un vent d'optimisme. Et pour ça que les investisseurs sont plutôt confiants quant au fait que les actions vont continuer à monter. Donc voilà, vent d'optimisme, on va voir si c'est ça. Maintenant, attention, puisque la Fed, la Banque centrale américaine, tout comme la BCE, la Banque centrale européenne, vont maintenir les taux encore longtemps pour toujours faire baisser l'inflation. Même si l'inflation continue à descendre, les taux vont rester élevés. Donc attention à ce que à ces niveaux-là, là, aux alentours des 4-5%, là, les taux, ça finit par ne pas faire cracher les marchés. Donc il y a cette possibilité, mais pour l'instant, on ne le voit pas trop. Il y a un vent d'optimisme, et donc voilà, pour l'instant, ça tient bien là. Donc voilà par rapport à ça. Donc en tout cas, comme je vous l'ai dit, euh, là, bah, comme les investisseurs anticipent une baisse des taux, donc une croissance qui va revenir, bah ça a fait mal au dollar. En fait, quand la Fed augmente les taux d'intérêt, ça favorise le dollar. Ouais, ça rend le dollar plus fort. Mais là, comme la Fed veut à nouveau baisser taux d'intérêt, parce que l'inflation descend et qu'ils veulent redynamiser la croissance, relancer la croissance, bah ça casse le dollar. Et donc, bah, c'est pour ça que en face du dollar, vous avez toutes les devises. Vous avez l'euro qui augmente du coup face au dollar par rapport à la politique monétaire américaine. Et donc, vous avez même l'or, le bitcoin, tout est en train de monter puisque le dollar chute. Et en fait, c'est tout face au dollar. Le dollar est l'actif de référence mondial et est jugulé par rapport à tous les autres actifs. C'est tout face au dollar. Et quand le dollar monte, les autres actifs, les devises en face du dollar, comme l'euro, le yuan, voilà, tout ça, bah, ça baisse et vice-versa. Et quand le dollar monte aussi, bah, c'est même les autres actifs comme l'or ou les cryptos descendent. Et là, comme le dollar chute, parce que la Fed veut détendre et veut recommencer à baisser les taux, et bah, vous avez tout qui monte en contrepartie. Vous avez les actions en bourse qui montent, vous avez les cryptos qui montent, vous avez l'or qui monte, l'euro qui monte, vous avez tout en face du dollar qui monte. Donc c'est comme ça, le système monétaire mondial a été fait de cette façon-là.
c'est le dollar contre le reste du monde. C'est le dollar, le centre contre voilà, tous les autres actifs. Vous voyez? Et donc, pour l'instant, le dollar chute. Et donc, on va se poser même la question du coup, parce que maintenant, il y a une récession qu'il ne faut pas oublier qui peut arriver. Donc, à force d'essayer de casser la croissance pour faire baisser l'inflation, bah, ça peut faire chuter complètement l'économie. Et donc, c'était la crainte des investisseurs, la récession. Pour le moment, la Fed maîtrise la situation et il semblerait qu'on va éviter une récession. Il semblerait, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, une récession, c'est quoi? C'est 2 trimestres d'affilée avec un PIB en dessous ou un PIB négatif, on va dire. Et là, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Les États-Unis dévoilent à chaque fois leurs chiffres, tous les mois, tout ça. Et on voit que l'économie américaine est plutôt solide. Les chiffres sont plutôt bons. Les Américains continuent de consommer, même si la Fed augmente ses taux pour casser la croissance. Les États-Unis semblent éviter la récession. Donc 2 trimestres d'affilée avec un PIB négatif. Là, pour le moment, il n'y a que l'Allemagne qui est en récession. Eux, ça fait plus de 2 trimestres qui sont avec un PIB négatif. Et quand on est une économie d'un pays est en récession, ça fait extrêmement mal au pays en question. Et là, l'Allemagne est en train de souffrir. Vous voyez, les autres pays européens ne sont pas encore vraiment en récession. Et les États-Unis, semblerait-il, vont esquiver la récession, ou peut-être vont entrer en récession, mais de manière très légère et vont repartir à la hausse. Mais là, ce qu'on regarde, c'est que les chiffres américains sont très solides et pour le moment, ils vont esquiver ça. Et donc, pour le moment, le scénario catastrophe est évité et c'est pour ça que les marchés augmentent en ce moment. Donc, il faut voir. En tout cas, le plus gros risque pour les marchés en 2024, une récession, évidemment. Donc, c'est la grosse crainte, bien sûr. On n'y est pas encore, mais c'est la crainte qui semble, voilà, qui va guetter les marchés, on va dire. Donc, si une récession arrive, lorsque les investisseurs ont cessé d'y croire, 100 ans de données suggèrent que des baisses pour les actions, suggèrent des baisses pour les actions, si une récession arrive, bien sûr. Car les récessions ont toujours été douloureuses et difficiles à prévoir. Donc, si une récession arrive aux États-Unis, ce qui ne semble pas être le cas, hein, je rappelle, bah, tout va chuter. Les actions vont fortement chuter. Parce qu'une récession, c'est une économie qui souffre. Et donc, bah, les entreprises du pays en question qui souffrent aussi. C'est en fait une situation morose, vous voyez, où il y a un fort chômage, où l'économie est en berne. Ça, c'est un scénario catastrophe pour l'économie du pays. Et donc là, pour le moment, ce n'est pas ce qui semble arriver aux États-Unis, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, vous voyez. Donc, on va guetter ça. Et en tout cas, prudence sur les marchés. Vous voyez, parce que tant que les taux seront à ces niveaux-là, ça peut finir par casser l'économie et faire tomber l'économie en récession. Donc, il va falloir surveiller ça en tout cas. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est compliqué ce que je dis là. J'essaie de vulgariser pour que vous compreniez. Mais dites-moi en commentaire si c'est un peu... ça reste difficile pour vous ou si vous arrivez à peu près à comprendre les grandes lignes, en tout cas de ce qui se passe sur la finance, sur voilà, la macroéconomie, tout ça. Donc voilà. Donc le dollar va-t-il continuer à chuter en 2024? Tout dépendra de ces facteurs. On ne va pas revenir sur ces facteurs, mais voilà, c'est par rapport au taux d'intérêt, les choses comme ça. Mais nous, en tout cas, en tant qu'investisseurs, c'est une bonne chose que le dollar baisse. Puisque les actifs sur lesquels on investit, la bourse et les cryptos, en contrepartie, vont monter. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que le dollar continue sa baisse. Vous voyez? Donc, voilà par rapport à ça. Donc, on va continuer sur le dollar. Et donc, alerte, le dollar s'enfonce. Donc, tout ça, c'est une très bonne chose. Et c'est pour ça que les cryptos et les marchés boursiers sont à des plus hauts. Ou en tout cas, les cryptos, depuis le début de l'année, explosent. On va aller sur les cryptos en deuxième partie de vidéo, là. Mais les marchés boursiers sont à des plus hauts parce que le dollar est en difficulté. Parce que la Fed va baisser ses taux. Et donc, voilà, c'est à cause de tout ça. Et le dollar, en plus, qui est en train de s'enfoncer. Donc, regardez, ça, c'est le cours. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Le dollar, on voit, hein, qui est en train d'entamer une grosse chute. Et on espère que ça va aller plus bas. Donc, le DXY, pardon, l'indice du dollar est revenu à son plus bas annuel, alors que le marché anticipe des baisses de taux, ouais, en 2024. Donc, comme le marché anticipe tout ça, les marchés sont plutôt optimistes et ça défavorise le dollar. Vous voyez, tout ça, c'est mécanique. C'est lié en fait tout ça. Vous voyez, une bonne nouvelle donc pour les actifs risqués, donc les cryptos et les actions en bourse, les actions technologiques en bourse. Vous voyez, une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont gardé trop de liquidités. Donc tous ceux qui sont en dollars par rapport à des craintes que les marchés
finiront par cracher, ou je sais pas. Voilà, bah, tous ceux qui ont gardé de la liquidité, bah, aujourd'hui, bah, leur liquidité est en train de se dévaluer parce que le dollar est en train de baisser et vaut de moins en moins par rapport aux autres devises. Donc ceux qui sont en dollars, aujourd'hui, bon, c'est pas trop conseillé. Vaudrait mieux s'exposer aux marchés qui font que d'augmenter en contrepartie, mais plutôt les marchés crypto que les marchés boursiers. Moi, les marchés boursiers, vraiment, je vais rester très prudent et je vais m'exposer que aux actions qui, en bourse liées à la cryptographie. Coinbase, MicroStrategy, Marathon Digital, Riot, voilà. Ça ou au pire, les actions liées à l'intelligence artificielle, puisque c'est en plein boom. Microsoft, Nvidia, donc voilà, mais pas trop le reste, vous voyez. Donc peut-être Meta, Facebook, puisque en ce moment on a Thread, l'un de leurs nouveaux produits là, qui est comme Twitter, qui est en train d'exploser. Ça va générer des bénéfices et faire monter l'action Meta. Mais voilà, en tout cas, des choses qui apportent de la valeur. C'est là où vous devez voilà, essayer d'avoir l'esprit ouvert, de vous intéresser, de regarder qu'est-ce qui marche dans le monde. Quelle entreprise voilà, marche. Est-ce que Netflix, ça marche bien? Est-ce que vous voyez que tout le monde est sur Netflix? Est-ce que Snapchat, ça marche? Voilà, essayez de voir. Est-ce que vous voyez tout le monde, par exemple, sur les réseaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, est-ce que tout le monde utilise ça? La réponse est oui. Et donc, donc investissez. Donc, parce que sur Meta, alors, puisque Meta, en fait, génère des bénéfices par rapport à la forte utilisation de ces réseaux sociaux. Et donc, Meta apporte énormément de valeur au monde, puisque tout le monde utilise WhatsApp, Instagram, des choses comme ça. Et donc, vous devez essayer de voir ça. Est-ce que Amazon, vous voyez que tout le monde utilise Amazon? Si la réponse est oui, bah, vous pouvez investir en toute confiance sur Amazon parce qu'ils apportent de la valeur. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Vous voyez. Donc voilà, pour Tesla, la question va se poser. Est-ce que vous croyez aux véhicules électriques? En ce moment, j'ai ce débat-là. Bah, pour le moment, peut-être qu'il y a un doute sur est-ce que les véhicules électriques, ça va marcher? Et ben, s'il y a ce doute-là, n'investissez pas sur Tesla. Par contre, si vous y croyez, Tesla est en train de sortir des nouveaux modèles, tout ça, le Cybertruck et d'autres choses. Si vous y croyez et vous voyez que Tesla vend beaucoup, et ben, les conseillers d'investir sur Tesla, puisque Tesla va apporter de la valeur et donc va enregistrer des bénéfices et ainsi de suite. Vous voyez? Donc voilà, par rapport à ça, on est déjà à plus de 20 minutes. Hein. Donc je vais essayer d'accélérer. On va passer au crypto bientôt. Hein. Donc ici, autre chose qui montre que le dollar est en perdition ou est de plus en plus en difficulté, c'est que 20% maintenant du pétrole mondial a été échangé sans utiliser le dollar américain. Alors que la Chine, la Russie, l'Iran cherchent des alternatives. Donc même l'Arabie Saoudite se détourne des États-Unis. Et donc si vous voulez, le dollar va être de moins en moins utilisé dans le marché mondial. Et donc, le dollar va perdre légèrement de sa domination. Donc, le dollar, quand même, domine carrément le monde entier. Hein. C'est pas pour demain qu'on va voir la fin du règne américain. Mais petit à petit, les BRICS, les États voilà, qui se passent des États-Unis du dollar, sont en train de faire leur nid. Et petit à petit, voilà. Mais on est encore très loin. Le dollar va continuer à dominer pendant les prochaines années. Mais petit à petit, ils perdent de leur hégémonie. Donc, on verra. Mais voilà une autre chose qui casse le dollar. Et donc, voilà, et comme je vous l'ai dit, comme le dollar est en difficulté, et ben ici, on a les prix de l'or et de l'argent qui augmentent en raison de l'affaiblissement donc, du dollar, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, mais surtout aussi à des tensions au Moyen-Orient. Vous voyez. Donc ça, pourquoi? Parce que les États-Unis, en ce moment, sont impliqués directement dans un conflit là, face à l'Irak. Je ne sais plus si c'est l'Iran ou l'Irak, mais en ce moment, ça bombarde. Voilà. Nous, on a plutôt le regard sur le conflit Ukraine, Russie, sinon Hamas, Israël, mais les États-Unis sont en guerre aussi actuellement et bombardent voilà, face à l'Irak ou l'Iran, je ne sais plus trop. Donc il y a un conflit. Et ça, bah, ce n'est pas très bon pour la devise du pays qui est en guerre en question. Et voilà pourquoi le dollar est en difficulté ici. Donc voilà par rapport à ça. Donc, en tout cas, en dehors du conflit des États-Unis là qui sont en conflit, les États-Unis sont sur tous les fronts dans les autres guerres, parce que c'est les guerres en fait c'est une guerre de la monnaie derrière. C'est toutes ces guerres là, c'est des guerres économiques. L'Ukraine, voilà, c'est pas seulement c'est une guerre de territoire pour pas s'élargir, voilà, pour garder le contrôle des territoires, mais derrière il y a des sanctions économiques, des choses comme ça. Et le but, c'est d'affaiblir les devises de ses rivaux. Et les États-Unis, ici, voient d'un bon œil de casser et l'euro
parce qu'on croirait qu'ils sont dans le camp de l'OTAN et avec l'Europe, tout ça, mais les États-Unis veulent surtout détruire l'euro pour avoir toujours plus de contrôle sur l'Europe, vous voyez, et aussi ils tentent par la même occasion de détruire le rouble russe. C'est ça l'objectif, vous voyez, des Américains. Et donc, voilà. Et là, ils continuent. Vous voyez, ils dépensent des milliards. Là, c'est 250 millions, mais ils ont donné des milliards à l'Ukraine. Vous croyez vraiment que les États-Unis donnent comme ça, bénévolement, juste parce que l'ogre russe va agresser le petit. Non, ils ont leur intérêt. Et là, les États-Unis aiment bien mettre en opposition des pays alliés ou frères ou, voilà, ou des choses comme ça, dans le but à ce que voilà, ces pays-là entrent en guerre. Et en fait, ça affaiblit leur puissance et leur devise et des choses comme ça. Et à côté de ça, bah, c'est le dollar qui va devenir de plus en plus fort face à ces devises. Et qui dit un dollar plus fort dit un contrôle des États-Unis encore plus grand ces États. Vous voyez. Et donc, c'est pour ça que les États-Unis contrôlent complètement le Japon, qui est dépendant des États-Unis économiquement, et ou la Corée du Sud, ou les pays européens. C'est parce que en fait, ils affaiblissent leurs concurrents comme ça. Vous voyez. Donc tout ça, c'est stratégique. Tout ça, c'est le but, c'est de renforcer le dollar pour contrôler toujours le monde. En tout cas, pour ce qui est du conflit Ukraine-Russie, ça, c'est pas trop partagé dans les médias traditionnels, donc je vais quand même le partager. Bon, moi, c'est une chaîne plutôt financière, mais ça a quand même ses conséquences. Donc, on va faire un petit point. En tout cas, l'Ukraine est en grande difficulté, hein, contrairement à ce qu'on pourrait faire croire, des choses comme ça. Et le fiasco devient total pour Zelensky. Son commandant en chef des armées, Zaloujny, est maintenant en guerre ouverte, violente et publique contre lui. Donc, Zelensky fait face à une opposition même dans son pays. Il y a quelqu'un là, c'est son opposant direct, Zaloujny, et donc il vient de donner une conférence de presse à Kiev, attaquant frontalement Zelensky sur l'échec total de la contre-offensive ukrainienne. Donc Zelensky est de plus en plus, comment dire, ciblé par les Ukrainiens, tout ça, et les Ukrainiens ont de moins en moins confiance en lui. De toute façon, lui, c'est une marionnette des États-Unis, tout comme Macron, tout comme voilà la caste. Bon, ils sont grassement rémunérés derrière, où voilà, il y a des pots de vin certainement, on ne le voit pas. Mais tout ça, c'est des gens corrompus. Lui, c'est un spécialiste. Hein. Zelensky, il a fait des Pandora Papers, voilà. Lui, vous inquiétez pas, il est multimillionnaire. Enfin, il a ses affaires personnelles. Ça va pas être dévoilé sur les médias traditionnels. En tout cas, il réclame 450 000 à 500 000 hommes supplémentaires. Vous voyez. Et Zelensky a dû obtempérer en faisant passer en ce sens une loi le 25 décembre, histoire que personne n'en débatte. Donc le régime de Kiev n'en finit plus de chuter. La France doit cesser de soutenir ce massacre. Inutile de sacrifier 500 000 Ukrainiens supplémentaires pour rien et de nous ruiner. Donc voilà, ça c'est Florian Philippot qui demande ça. Donc en tout cas, stop au massacre. Et à un moment, Zelensky va sauter. Vous voyez. Et au bout d'un moment, je pense qu'ils diront stop. De toute façon, la Russie finira par avoir ce qu'elle veut ou gagner. Plus le temps passe et plus la Russie va gagner. Et les sanctions occidentales n'ont quasiment aucun effet sur la Russie. Vous voyez. Donc l'Europe s'affaiblit très très fortement. Vous voyez, par rapport à tout ça. Et c'est l'Europe qui sera perdante de tout ça. Et donc la France et nous-mêmes, on va en pâtir avec tout ce qu'on a donné pour l'Ukraine, tout ça là. Donc voilà. En tout cas, les USA, qui sont dans leur stratégie d'affaiblissement de l'Europe et de la Russie, proposent au G7, donc les 7 puissances, voilà, 7 des principales puissances, en tout cas occidentales, plus le Japon, d'explorer les moyens de confisquer encore 300 milliards de dollars d'actifs russes. Voilà l'objectif des Américains. Confisquer les avoirs russes, affaiblir la Russie, affaiblir le rouble russe pour tenter de gagner sur la scène internationale et de dominer, en tout cas, continuer à dominer et imposer le dollar. Voilà l'objectif réel. Vous voyez. Donc voilà. Et en dehors de ça, puisque les États-Unis, je vous l'ai dit, ils sont en conflit avec l'Irak, l'Iran, ils sont dans les premières affaires là, en Ukraine avec la Russie, mais Pékin alerte ses voisins face au déploiement de l'armée américaine en Asie-Pacifique. En ce moment, il y a un déploiement en mer Rouge, tout ça. Je ne sais pas si j'ai sélectionné l'article. Voilà, vous allez voir là. Mais en tout cas, voilà, même la Chine met en alerte ses voisins d'Asie parce que les États-Unis vont aussi mettre leur grain de sel là-bas. Donc ils seront partout. Hein. Les États-Unis, c'est comme ça que ça marche. Il faut des guerres déjà pour effacer un peu leur bilan, tout ça, et en plus pour continuer à dominer. Vous voyez, là, aujourd'hui, je fais un gros point sur le secteur
euh, géopolitique, tout ça. Mais c'est important parce que tout ça, et là, on va le voir ici, regardez, le but, ça impacte le pétrole et donc les prix de l'énergie. Et donc, les prix de l'énergie, ça impacte directement l'inflation et donc directement les taux d'intérêt que les banques centrales utilisent pour juguler voilà, l'inflation. Et donc, ça impacte directement les marchés financiers. Et donc là, ça nous concerne. Puisque ensuite, si ça impacte les marchés financiers, ça impacte la bourse et donc les actions qu'on a achetées ou même les cryptos. Hein. Les cryptos qui peuvent subir de la volatilité par rapport aux tensions internationales, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est un coût sur la finance, tout ça. Vous voyez. Et ici, ils disent les prix du pétrole augmentent à cause des attaques en mer Rouge. Vous voyez. Donc tout ça, c'est pas comme ça. Ça a un coût. Et donc, les contrats à terme sur le pétrole ont atteint le niveau le plus élevé depuis le début du mois. Malheureusement, la protection maritime dirigée par les États-Unis ne suffit pas à stopper les attaques. Donc, voilà, il y a des attaques en mer Rouge, des choses comme ça. Et ça alimente les tensions. Et donc, le pétrole est très volatile et qui là recommence à monter. Et donc, ça, c'est risqué pour l'inflation, surtout en Europe. Et ça peut faire que les banques centrales continuent à maintenir les taux élevé et donc ça peut faire cracher les marchés. Donc il faut faire attention à tout ça. Et donc ici, on a même des banques qui anticipent tout ça et qui disent que, voilà, vous savez qu'il y a une baisse, il va y avoir un ralentissement sur les marchés, peut-être. Et donc là, on a une banque qui souhaite qu'on investisse sur des actions, mais en général, là, les actions qui citent, c'est pas trop ça. Là, ils parlent de Boeing, Paycor, bon, pas trop ça. En tout cas, moi, je suis pas trop ce qu'ils recommandent. Il faut vraiment se baser sur les entreprises qui apportent le plus de valeur et pas sur les recommandations des banques qui cherchent à piéger un petit peu des choses comme ça. Donc voilà par rapport à tout ça. En tout cas, dans les dernières news aux États-Unis, puisque c'est là-bas que ça se passe, hein, c'est là-bas la place financière mondiale, le New York Times qui poursuit Microsoft et le créateur de ChatGPT en violation du droit d'auteur. Bon, ça c'est des petites choses, des petites nouvelles, on va pas s'attarder sur ça. Ça peut mettre un coup sur l'action Microsoft et faire baisser et entraîner les actions technologiques Nasdaq à la baisse sur la journée ou la semaine. Et voilà, ça ne va pas trop impacter. Donc voilà, Apple aussi est en difficulté puisque ils peuvent plus trop vendre leur modèle Apple Watch, donc leur montre connectée, parce qu'apparemment ils auraient violé un brevet. Ils auraient volé un brevet, une technologie d'une autre entreprise. Et donc là, la justice américaine a décidé de stopper la vente d'Apple Watch jusqu'à nouvel ordre. Et donc ça, c'est un gros manque à gagner pour Apple. Vous savez, les actions comme Apple, la moindre nouvelle, comme Nvidia ou les 7 magnifiques là, la moindre nouvelle peut vraiment faire très mal à l'action. Donc faut surveiller l'action Apple qui va perdre. Parce que la vente d'Apple Watch, ça représente une part de marché pour Apple. Et donc là, ils ont un sacré caillou dans la chaussette, on va dire. Donc on va voir ça. Et donc regardez, hein, il y a d'autres actions qu'on voit moins, comme l'action Affirm, qui va aider les Américains en fait grâce à la plateforme Affirm. Vous pouvez acheter et rembourser plus tard. Donc c'est une entreprise de crédit, on va dire, très bien faite, voilà, très simple d'utilisation, et vous pouvez vivre largement à crédit. Vous payez les choses et vous avez des options de remboursement. Et bien sûr, avec la pauvreté qui augmente, l'inflation, la difficulté de la vie, une entreprise comme ça est très sollicitée et apporte énormément de valeur. Et c'est pour ça que Affirm a quintuplé cette année, battant tous ses concurrents technologiques, hein. Même les actions comme Microsoft, Apple, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut bien étudier les marchés et aller partout, vous voyez, et regarder tous les secteurs pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui se passe, vous voyez. Et là, si vous aurez investi sur Affirm, vous aurez fait au moins un x5, voire plus, vous voyez. Donc voilà. Donc, dans d'autres actualités, on a là en Asie le chinois Xiaomi dévoile son premier véhicule électrique pour concurrencer Porsche et Tesla. Donc, les véhicules électriques, on ne sait pas trop encore si ça a marché, mais tous les constructeurs se tournent vers ça. Et là, Xiaomi, qui est une marque plutôt de smartphones, voilà, de produits d'ordinateurs ou des choses comme ça, maintenant se lance dans les véhicules électriques. Donc, un gros concurrent, voilà, un nouveau concurrent chinois. Vous avez déjà NIO qui a sorti son smartphone, hein, pour faciliter l'expérience utilisateur par rapport à ses véhicules, tout ça. Mais voilà, vous avez des marques de smartphones qui se mettent aux véhicules électriques. On verra ce que ça donne.
en tout cas un véhicule Xiaomi. Voilà, les modèles chinois sont de plus en plus, hein. Vous avez plusieurs marques, vous avez déjà BYD qui fait très mal à Tesla, hein. BYD, c'est le principal concurrent de Tesla. Vous avez aussi Xpeng, vous avez NIO, vous avez Li Auto, voilà, plein de marques chinoises comme ça qui vont dominer dans les prochaines années et qui vont prendre la place de l'Allemagne. L'Allemagne qui dominait avec ses Mercedes, Audi, IBM. Maintenant, c'est les Chinois qui vont venir prendre cette place-là avec les Américains. Tesla, Lucid et tout ça. Donc voilà pour l'Asie. En Europe, le CAC 40 qui reste stable. Voilà. Le CAC 40 qui en général suit les marchés américains. En général, qui est un peu l'idée par ça. Là, c'est un peu la prudence sur le CAC 40. Le CAC 40, c'est l'indice français. Donc, dans chaque pays, en tout cas très développé, vous avez les bourses locales, on va dire. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Vous avez le Deutsche 30, le DAX 30, c'est les 30 valeurs, les 30 meilleures valeurs allemandes. Vous avez le FTSE 50, donc les 50 plus grosses meilleures valeurs anglaises. Donc dans chaque pays, vous avez son marché, en fait sa bourse. Et là, le CAC 40, c'est la bourse française. Vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. On va passer aux cryptos. Après une demi-heure passée, on va dire, sur la bourse, enfin, les marchés traditionnels et la géopolitique et voilà, la politique monétaire, tout ça. Donc là, on passe maintenant aux cryptos. On est à 36 minutes déjà. Donc j'espère que vous êtes passionnés par la finance, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ça. Je sais que la crypto, ça intéresse plus. Tout le monde veut devenir riche ou multiplier ses gains rapidement. Donc attention à la crypto. En tout cas, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, là, on démarre un nouveau cycle. Donc c'est le moment de s'intéresser et d'être à fond sur la crypto. Et là, les cryptos qui range, le Bitcoin, qui sur la semaine, regardez, hein, ça range, ça monte, ça descend. On est dans une phase de range. C'est la phase de range avant le grand, on va dire, show final. Donc là, on est dans une phase d'ajustement. Et vous allez voir que les acteurs s'ajustent par rapport voilà, aux ETF qui vont arriver. Et donc voilà, les cryptos qui montent, qui descendent, c'est plutôt, ça stagne en attendant l'explosion quand les ETF vont arriver normalement. Vous voyez. Et là, vous voyez que les marchés sont plutôt mitigés. Du rouge, du vert, voilà. Ça monte, ça descend pour chaque, voilà. Donc Coinbase qui est en bourse et qui arrête pas d'exploser. Donc Coinbase, c'est comme Marathon Digital ou Riot. Là, ça fait des surperformances en bourse assez incroyables. Et on a beaucoup d'acteurs qui prennent leur profit. Moi-même, j'en ai pris pas mal, hein. J'ai vendu au moins 75% là, de mes actions Coinbase, voire même 80-85%. Je pense qu'on est, voilà. Là, Coinbase, il est temps que ça corrige peut-être un peu. Mais Coinbase, comme Coinbase est aux avant-postes des ETF CoinSpot, c'est par Coinbase que ça va transiter. Tous les émetteurs, là, BlackRock, Fidelity, Invesco, vont passer par Coinbase pour émettre leurs ETF Bitcoin Spot. Vous voyez. Et donc, Coinbase va apporter énormément de valeur. C'est par ces produits que ça va passer. Et donc, c'est pour ça que Coinbase n'a pas fini sa croissance. Et je pense que ça va encore monter. Mais là, ça a bien monté quand même. Donc, j'attends peut-être une légère correction avant peut-être de m'exposer à nouveau. Donc, on va voir ça. On va sortir un peu des marchés boursiers et maintenant voir vraiment les cryptos. Donc là, une mauvaise nouvelle déjà, en Inde, on a l'Inde qui veut bannir 9 exchanges crypto, dont Binance quand même, qui est le plus gros exchange encore actuel. Et donc Kraken, Huobi, qui sont des gros exchanges, hein. Même KuCoin et Gate.io, vous voyez, Bitfinex, même Mexe Global. Donc là, Mexe et Gate.io, c'est les exchanges où je suis actuellement, qui proposent des gros listings de crypto, qui ont une offre en crypto bien plus large que les gros exchanges. Et même eux tous là sont apparemment mis de côté. L'Inde va interdire les 9 URL, donc des sites d'exchange crypto, dont Binance et Kraken, dont les plus gros exchanges. Par contre, on dirait que Coinbase n'est pas concerné. Donc, il faudrait voir ça parce que si Coinbase est accepté alors que les autres non, et l'Inde, c'est le futur plus grande puissance mondiale. Enfin, l'Inde, il y a une croissance gigantesque qui arrive dans ce pays, en même temps que l'Occident est en plein déclin. Et l'Inde, c'est vraiment un marché d'avenir où il va y avoir une forte croissance. Et si Coinbase, par exemple, tire son épingle du jeu, attention, hein, parce que l'action pourrait encore exploser bien plus. Donc, à surveiller, ça, c'est très intéressant pour Coinbase. Donc, voilà. En tout cas, l'Inde veut interdire tout ça. L'Inde tente d'augmenter les mandats sur le marché. Bon, on va voir. Mais ça, c'est une mauvaise nouvelle hein, quand même pour le marché crypto. Donc, voilà. Maintenant, BlackRock pourrait faire disparaître le Bitcoin avec son ETF spot, prévient Ace. Donc, on a Arthur Ace, une personnalité très connue qui a peur que, à force que BlackRock accumule
s'approprient de plus en plus de Bitcoin, et ben, on pourra plus trop faire de transactions, puisque le Bitcoin, normalement, ça sert de transactions, en tout cas de moyen d'échange, même pour remplacer les devises. Mais si les fonds institutionnels s'accaparent tout ça, comment on va faire des transactions avec, sachant qu'il y a 21 millions de Bitcoin en tout. S'ils en accaparent une grosse partie, comment on va faire ça? Bon, je pense que c'est un peu exagéré. Il y a largement assez de Bitcoin pour même le monde entier. On se partage ça, hein, sous forme de fractions de Bitcoin, tout ça. Mais je pense qu'il y en a assez. Et je pense que les fonds vont en détenir une bonne partie, mais voilà, il y en a assez pour le monde. Donc, cette crainte, bon, je trouve qu'elle est un peu abusée. Donc voilà la nouvelle un peu de la journée. Cathie Wood qui vient de vendre toute sa position de GBTC. Donc là, on a déjà des trackers par rapport au Bitcoin. Là, c'est le tracker. Elle a vendu tous ses Bitcoin ETF. Elle avait elle était positionnée sur un ETF, donc un tracker qui tient le cours du Bitcoin. Mais c'était les bitcoins peut-être futurs. Enfin, c'est pas au comptant comme les ETF qui vont arriver. Où là, il faut vraiment, les émetteurs doivent vraiment détenir du bitcoin. Là, c'est plutôt des ETF, on va dire futurs. Donc, vous détenez pas vraiment vos bitcoins, mais c'est un tracker, le GBTC là. Elle a vendu tout ça. Pourquoi? Parce que même ARK Invest va être un émetteur. ARK Invest, c'est le fonds de cette dame là, Cathie Wood. Et Cathie Wood va lancer un fonds ETF Bitcoin. Donc je pense qu'elle a vendu toute sa position parce qu'elle-même, elle va émettre ça, elle va proposer son propre fonds en Bitcoin. Et en fait, là, elle est en train de s'ajuster. Elle est en train de tout vendre pour peut-être, comme son ETF va être accepté, tout mettre, ou en tout cas détenir sa position de son ETF, son propre ETF. Donc comme vous le voyez, il y a un gros ajustement. Tout le monde se prépare à l'arrivée des ETF qui vont peut-être amener des milliards de liquidités sur les marchés. Ça va crédibiliser le Bitcoin complètement. Vous voyez, c'est comme si le Bitcoin rentre vraiment sur les marchés maintenant financiers, les marchés traditionnels. Donc, tout ça, c'est de bon augure. Donc voilà, Cathie Wood qui dit à Bloomberg en même temps, nous pensons que les probabilités ont augmenté, que la SEC approuve les ETF spot Bitcoin. Donc là, il n'y a plus de doute. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas de doute. Les ETF vont être acceptés. Maintenant, c'est une question d'heures, de jours, d'heures. Ça arrive. Une nouvelle qui pourrait nous faire plaisir, c'est que Gary Gensler, la personne qui est à droite là, soit licencié. Parce que lui, il freine l'adoption des cryptos et il met beaucoup, voilà, il attaque à tout va les cryptos, tout ça, et il ralentit en fait l'adoption du Bitcoin. Et là, on a un membre du Congrès, petit Tom Emmer là que vous voyez à gauche, qui annonce qu'il soutient le mouvement visant à limoger justement Gary Gensler, le président de la SEC. Donc la SEC de Gensler est à côté, et du côté de Wall Street, pas de Main Street. Vous voyez? Donc il est en train de dire que Gensler, il est du côté de Wall Street, de la finance. Il ne sert pas trop les intérêts en fait du peuple et des choses comme ça. Donc il dit voilà, Tom Emmer, il dit que je suis fier de rejoindre Warren Davidson en tant que co-responsable de son projet de loi, la SEC Stabilization Act. Donc afin que nous puissions virer Gary Gensler. Donc c'est leur objectif. Et donc Gary Gensler qui a chaud aux fesses. Donc on verra en tout cas ces nouvelles qui pourraient faire énormément de bien et faire exploser les cryptos. Donc en attendant les ETF, les fameux ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, tout le monde a les yeux rivés sur ça. À Hong Kong, en Chine en tout cas, les Chine s'apprêtent à approuver les ETF Bitcoin au comptant. Donc eux-mêmes qui vont eux aussi détenir des vrais Bitcoins qui utilisent soit des créations en nature, soit des créations en espèces. Donc ça c'est la guerre qui est en ce moment entre la SEC et BlackRock. Donc à savoir comment, en tout cas, ils vont émettre ça et comment ils vont pouvoir payer et faire payer ces ETF ou des choses comme ça. Bon, ça, sur le coup, pour ça, je ne suis pas très calé. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur ça. Mais il y aurait une sorte de négociation pour savoir si ça va être réglé plutôt en espèces directement, façon en nature. Je ne sais pas de quelle manière. Mais ça négocie entre la SEC et BlackRock et les émetteurs. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est pour que les émetteurs gagnent de l'argent directement. Ils sont en train de voir comment ils vont gérer ces frais-là. Mais en tout cas, Hong Kong propose les deux versions. Donc, Hong Kong peut-être, les ETF Bitcoin Spot vont arriver, peut-être, ou vont être acceptés en Chine avant les États-Unis même. Donc, il faudra voir ça. Donc, pour les cours du Bitcoin, en tout cas,
Ici, on a le Bitcoin qui range, comme je vous l'ai dit, depuis une semaine. Donc, on va peut-être bientôt sortir de ce range et casser à la hausse. Moi, c'est ce que je pense. On est en train de former un triangle. Ça m'étonnerait qu'on casse par la baisse. Là, on vient peut-être à rebondir. Et pour moi, en général, quand on forme ces triangles, en général, on casse par la hausse et on va toujours plus haut. Donc, de toute façon, c'est dans l'élan du marché. On est dans un vent positif tant que les ETF ne seront pas acceptés. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, les ETF, ce sont des trackers qui vont venir répliquer un actif. Et là, en l'occurrence, c'est un ETF Bitcoin Spot. Donc, un ETF, ça va être un tracker sur les marchés traditionnels qui vont venir répliquer le cours du Bitcoin, suivre le Bitcoin. Et donc, là, c'est un ETF Bitcoin Spot, c'est-à-dire il va falloir avoir des vrais Bitcoins. Les émetteurs vont devoir acheter du vrai Bitcoin pour le proposer à leurs clients fortunés, voilà, parce que c'est les marchés financiers là. Voilà, donc, les ETF sont des trackers. Vous avez des ETF SP500, des ETF qui suivent les indices américains. Vous avez des ETF sur les secteurs particuliers, des ETF qui traquent les actions, par exemple, de l'intelligence artificielle. Voilà. Tout ça, c'est des trackers qui vont suivre et qui vont vous donner un rendement moyen. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ETF. Donc voilà. Concernant Bitcoin, donc voilà, ça range et les liquidations continuent, hein, à la hausse comme à la baisse. Dès qu'il y a une forte chute, tous ceux qui ont parié ou qui ont tradé à la hausse se font liquider, qui ont mis des grosses positions avec effet de levier se font liquider. Et quand le Bitcoin augmente fortement, tous ceux qui ont mis des shorts, d'ailleurs qui ont parié à la baisse avec des leviers, eux aussi se font liquider. Donc tous les traders, là en ce moment, il y a beaucoup de liquidations. On a beaucoup de traders qui se font liquider. Et quand il y a liquidation, c'est fini, hein. C'est de l'argent perdu, hein. C'est de la perte réelle, sans retour. C'est-à-dire que vous avez vraiment perdu ça. Donc, jouer trader, faut éviter de jouer au trader, on va dire. La majorité des traders qui spéculent perdent de l'argent. Normalement, il faut investir et rester passif. Investir et holder et conserver. C'est là où vous allez gagner sur le temps. Pour la bourse, après 10-15 ans, que vous commencez à avoir des vrais bénéfices et à avoir une fortune. Vous voyez, pour les cryptos, ça peut être plus rapide, comme c'est un marché plus jeune. La croissance est forte, mais ça marche par cycle. Donc, il faut être très prudent. Mais en tout cas, tous ceux qui spéculent, qui tradent avec des effets de levier, des choses comme ça, en général, c'est plutôt mitigé et c'est plutôt des pertes. Ça, c'est un petit rappel, hein, pour vous. Donc voilà, là, regardez, hein, les charts parlent d'eux-mêmes. Regardez, ça en haut, c'était 2018-2021. Donc ici, on est dans regardez ce qui s'était passé. On avait eu en 2018-2021 une sorte de pré-halving là, après 2019 où on a rangé. Et ensuite, à partir du halving, on a continué à ranger un peu et ensuite explosion. Donc là, il semblerait que on va dans la même façon. Donc là, on est bien monté. Il se pourrait que là, on vienne corriger. Peut-être après la nouvelle des ETF Bitcoin Spot, on va corriger et prendre des bénéfices, tout ça. Et jusqu'après le halving, on va continuer à ranger. Et là, peut-être en fin d'année 2024, là, on va avoir une explosion. Vous voyez, ou courant fin 2024 ou septembre 2024. Ensuite, on va exploser. Donc, il faut voir ça. C'est intéressant. Après, voilà, tout ça, le passé, c'est pas, on peut pas se baser trop sur le passé. Chaque cycle a son histoire. Donc là, ça se trouve, à partir de maintenant, ça va exploser directement. Donc, on regarde les cycles, on regarde ce qui s'est passé par le passé, mais on ne peut pas aussi s'accrocher à ça en espérant que ça passe exactement la même chose. Et donc, regardez, si vous voyez tous les charts, c'est la même chose. Maintenant, regardez ce qui s'était passé en bas en 2017. Donc là, on était dans une phase encore pré-halving ou recovery, voilà, où on commence à monter. Là, c'est la même chose. Et ensuite, on a eu le bull run. Donc là, en vrai, on n'est même pas encore au bull run. On est dans la phase recovery. On va monter là à peu près encore un peu, peut-être avec le ETF Bitcoin Spot. Et ensuite, après le halving, peut-être, on va avoir le vrai bull run. Et là, ça va être explosif. Là, ça va vraiment péter et aller à des plus hauts. Vous voyez? Donc, on continue. Tout ça, c'est de bon augure. Tous les cycles se répètent, tous les 4 ans, c'est la même chose. Ici, c'est pareil. Regardez 2020-2021, qu'est-ce qu'on a eu? Et là, on est dans la même phase. On est comme en 2020-2021, où on avait cassé le triangle par la hausse, là. On est dans cette phase-là ici, regardez. Donc là, on est proche de casser le triangle qui se forme là. Vous voyez en pointillé, là. On est proche de casser les pointillés rouges, là, et aller bien plus haut. Donc c'est en général assez ressemblant, les cycles. Regardez, encore un exemple. 2011-2013,
là, 2014, 2017, 2018, 2021. Là, on est dans la phase d'accumulation. Comme tout à l'heure, je vous ai montré recovery ou pré-halving, comme vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, on est dans une phase assez positive de montée un peu légère avant la vraie explosion. Donc, sur les 3 scénarios que je vous ai montrés, on n'est même pas encore en bull run vraiment. Où là, ça explose vraiment de plus 10, plus 15% tous les jours. Donc, voilà, il y a de la forte croissance qui va arriver sur les marchés crypto. C'est pour ça qu'il faut s'exposer aux cryptos. Vous voyez. Sinon, de manière plus reculée, regardez où on en est à peu près. Donc là, on est voilà, à peu près où il y a la zone verte là. On est dans le média attention. On n'est même pas encore dans le média attention. On est voilà, dans la montée. Ensuite, on va subir une phase d'enthousiasme. On est plutôt même quasiment entre les deux là, entre la phase de média attention. C'est vrai que les médias commencent de plus en plus à s'intéresser là, avec la phase de TF. Ensuite, on va être vraiment dans l'enthousiasme. Peut-être après les ETF Bitcoin Spot. Et ensuite, ouais, vraiment là, on va aller à des plus hauts. Mais c'est le cours qu'on va suivre. Donc, on est en pleine phase. Et ensuite, bien sûr, d'ici 2025, ensuite, on va corriger et ainsi de suite. Fin 2025, peut-être mi ou fin 2025, ensuite corriger. Donc, c'est toujours pareil. Quand vous regardez, on suit le cours. Le plus haut, où est-ce que sera le plus haut? 150 000, 160, 200K, 250? Ça, c'est la question. Peut-être qu'on va aller jusqu'aux 300K. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va monter, ça c'est sûr. On va dépasser les 100K certainement. Après, aller jusqu'où, le plus haut, je ne sais pas trop. On verra en tout cas. Donc sur le moyen long terme, voilà, on est comme d'hab. On suit les cycles, on monte. Là, on nous parle d'une montée au moins jusqu'aux 140 000. Si on suit, voilà. Si, à chaque fois, ça baisse. Hein. Vous voyez que premier bull run, x 96 pour le Bitcoin, je crois. Ouais, c'était pour le Bitcoin. Ensuite, on a eu un autre bull run où c'était un x 35. Ensuite, le dernier, c'était plutôt un x 7. Et bien là, si ça se réduit encore, c'est un x 3, x 4 pour le Bitcoin. Donc là, ça nous ramènerait, notez bien ça, jusqu'aux 140 000 pour un plus haut, aux alentours des 140, 150 000. Bon, c'est le scénario, on verra. Ça peut aller plus loin. Tout dépend de l'adoption, des choses comme ça. Mais il faut le noter en tout cas. Maintenant, ça, on ira bien plus loin. Là, on s'arrêtera peut-être au prochain bull run, peut-être à 150 000 ou à 200 000 ou à 300 000. Ensuite, ça va corriger, comme vous le voyez ici, là. On va former une montagne, ensuite ça va descendre. Mais n'oubliez pas qu'à très long terme, le Bitcoin ira à 1 million. Ouais, quand le monde entier fera des transactions en Bitcoin ou possédera un minimum de Bitcoin, ce qui va arriver très certainement, le Bitcoin se rapprochera du prix des 1 million. Mais ça, il faut vraiment une énorme adoption pour que le Bitcoin atteigne ce prix. Mais moi, je pense que c'est faisable. À l'horizon, peut-être 2030, voire plus. Mais pour moi, ça va arriver. Donc, on verra par rapport à ça. Maintenant, Ethereum qui passe, voilà, tout ça, c'était le Bitcoin. Maintenant, Ethereum aussi qui monte petit à petit. Donc, n'oubliez pas, voilà, l'Ethereum qui suit le Bitcoin et qui monte petit à petit aussi. Donc voilà, ça suit son cours 2400, ça monte. Donc Vitalik Buterin ici propose, alors attendez, oui je suis à 13% de batterie, là j'ai bientôt plus de batterie. Donc Vitalik Buterin propose de modifier le proof of stake d'Ethereum. Donc Vitalik propose 3 nouvelles approches de consensus pour renforcer Ethereum contre les risques de scalabilité et de centralisation. Donc j'ai pas encore lu l'article, mais ce qui est sûr, c'est que Ethereum se cherche encore. Là, vous voyez, on parle beaucoup de Solana, qui a un réseau, une blockchain très rapide, avec très peu de frais, très peu coûteuse. Je rappelle, hein, Ethereum et Solana, c'est pas la même chose que Bitcoin. Bitcoin, c'est la première blockchain. La blockchain, quand je parle de blockchain, je parle d'un réseau informatique, vous voyez, qui fonctionne grâce à Internet. Sans Internet, il n'y a pas de blockchain. Blockchain, ça veut dire chaîne de blocs en français. Chaîne de blocs, c'est quoi? En fait, c'est un réseau qu'on va télécharger. La blockchain, c'est un réseau qu'on télécharge qui va venir, sur ce réseau, vous allez venir faire des transactions qui vont en fait venir s'établir dans des blocs. Et en fait, et ces blocs-là vont venir se former des chaînes de blocs. En fait, quand une transaction va être conclue, ça va former un bloc. Cette transaction va être mise dans un bloc et cette bloc va aller sur la blockchain, va aller intégrer le réseau et ainsi de suite. En fait, la blockchain, c'est une chaîne de blocs et chaque transaction, c'est un nouveau bloc qui est ajouté au réseau. Et ce réseau prend du poids, des gigaoctets.
Et plus on va transacter en Bitcoin, et plus les gigaoctets vont augmenter. Vous voyez ça comme ça. Et en fait, ça, c'est pour le Bitcoin. Le Bitcoin, ça sert de moyen d'échange, de transaction, des choses comme ça, pour payer, des choses comme ça. Vous voyez, Ethereum, c'est pas la même chose. Ethereum, c'est la première donc blockchain, donc réseau, c'est un réseau voilà, informatique, mais ils ont fait comme Bitcoin, mais sauf que eux, ils ont intégré des smart contracts. C'est le premier réseau à avoir intégré des smart contracts, donc contrats intelligents en français. En fait, c'est des contrats qui vont venir s'exécuter automatiquement sur la blockchain. Donc là, ça va permettre d'apporter des services sur la blockchain. Avec des contrats intelligents, les services vont s'exécuter d'une manière automatique. Et donc, Ethereum, c'est une plateforme, c'est une blockchain aussi, mais qui va proposer des services, des smart contracts. On va dire une plateforme de smart contracts. Mais sur son réseau, on va pouvoir utiliser la DeFi, donc la finance traditionnelle, jouer à des jeux vidéo. Tout ça, c'est les smart contracts qui vont gérer tout ça. Vous voyez, quand vous allez utiliser des services, les smart contracts vont gérer de manière automatique. Donc ça, c'est Ethereum qui est arrivé avec cette idée. C'est Vitalik, là, c'est la personne que vous voyez ici. C'est lui qui a inventé ça avec d'autres énormes têtes, comme le créateur de Cardano ou de Polkadot, Charles Hoskinson ou Gavin Wood. Donc voilà, avec toute cette équipe, ils ont amené les contrats intelligents. Et ensuite, vous avez eu les autres réseaux comme Solana, parce que Ethereum et Bitcoin, les blockchains, là, Ethereum et Bitcoin, ils sont très vieillissants, on va dire. C'est les premiers réseaux, ils sont très lents, parce que c'est les premières blockchains, voilà, c'est bloc par bloc, c'est assez lent. Et ils sont lents, et en plus, les frais ils sont très élevés, puisque vous avez une majorité de personnes qui sont dedans. Et en fait, Solana, c'est une autre génération qui est arrivée après, et qui a apporté une énorme rapidité au réseau, avec une technologie, proof of history. Voilà, chaque réseau de nouvelle génération, chaque blockchain est venu avec sa nouvelle technologie. Vous avez d'autres dizaines de blockchains qui veulent concurrencer Ethereum, qui arrivent avec leur technologie pour être plus rapides, avec des frais qui sont moins chers. Vous voyez. Et donc Solana, en ce moment, elle vend en poupe parce que Solana, les frais sont très peu chers et les transactions sont très rapides. Donc en fait, les utilisateurs de la blockchain adorent Solana. Et vous pouvez jouer à travers la blockchain Solana, jeux vidéo ou faire de la DeFi, aller emprunter de l'argent ou voilà, n'importe quoi on-chain, donc sur la blockchain, et tout ça de manière très rapide et avec des frais très peu coûteux. Et c'est pour ça que Solana explose. En plus que Solana a une image de marque très jeune et très moderne, tout ça. Et vous avez plusieurs consensus. Vous avez le proof of stake et le proof of work. Proof of work, vous allez utiliser une puissance de calcul, vous allez faire tourner des cartes graphiques. C'est ce que utilise Bitcoin, le réseau du Bitcoin. Là, la sécurité, elle est plus élevée, mais ça demande une consommation énergétique et de faire tourner de puissance de calcul. Et Ethereum, qui était en proof of work, a décidé de passer en proof of stake. Donc là, cette fois, ça se passe de manière plus simple. Vous achetez des cryptos de manière virtuelle et vous déléguez ces cryptos pour contribuer à la sécurité du réseau. En fait, vous déléguez vos cryptos, donc vous payez avec les cryptos, vos cryptos du réseau en question. Donc pour Ethereum, c'est ETH. Vous allez détenir des cryptos ETH. Pour Solana, c'est la crypto Sol. En fait, vous allez acheter ces cryptos qui ont un coût. Et en fait, ces cryptos, vous allez les déléguer en gros, vous allez les prêter en gros. Ces cryptos qui ont une valeur, c'est les mineurs, ou en tout cas les validateurs vont utiliser tout cet argent que vous allez déléguer pour se rémunérer et ils vont participer à la sécurité du réseau. Vous voyez. Et donc, c'est une manière plus simple. Tout ça se passe de manière virtuelle. Vous achetez des cryptos, vous les stakez, vous les déléguez donc, et ensuite vous touchez des intérêts passifs et vous contribuez à la sécurité du réseau. Vous voyez. Donc voilà. Et Vitalik là propose de modifier cette solution. Et donc je ne sais pas ce qu'il va faire. Et voilà, je ne sais pas trop. Tout ça, je voulais partager sur Twitter. Là, j'ai plus beaucoup de batterie. Mon ordi va s'éteindre. Donc voilà. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Mais en tout cas, il va essayer d'améliorer ça. Avec des codes. Peut-être il va rester, je pense, en proof of stake. Mais voilà, il propose, en résumé, il suggère de limiter le nombre de signatures requises. Donc voilà, plein d'idées, tout ça. Bon, on verra. Tout ça, vous le retrouvez sur mon Twitter. Et faudra lire l'article, tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, un petit point sur les altcoins. Donc les altcoins, c'est toutes les cryptos sauf Bitcoin. Donc même Ethereum et Solana, tout ça, c'est les altcoins. On les appelle les altcoins, les autres coins, on va dire. Vous voyez. Et donc Bitcoin est à part. Et là, si on prend le marché des altcoins, vous voyez que c'est sur une pente montante. Ça fait que de monter. Vous voyez. Et donc, je pense que, regardez, même sur le long terme,
Là, on est sur le point pour les altcoins, l'altcoin market cap. Voilà, on est dans une zone là où on va maintenant exploser avec plusieurs bougies vertes. Si on fait comme les fois passées, regardez, les dernières fois ici, on était dans cette phase jaune, on a fait que d'exploser. Vous voyez, on est jusqu'en haut. Et ensuite, on a une correction. Ensuite, on a une nouvelle phase de remontée. Et deuxième bull run, là, un peu plus court. Et là, on est dans une nouvelle phase ici maintenant, où on est dans une phase où on va remonter. Et cette fois, bah, on est dans la phase jaune, on va certainement avoir plusieurs bougies vertes qui vont se succéder et aller très haut. Donc voilà, en tout cas, ça sent très très bon pour les altcoins. Hop là, alors, pardon, je ne sais pas si ça, voilà, désolé. Mais en tout cas, voilà, ça sent très bon. Donc voilà, j'en ai fini pour la vidéo. Je vais vous mettre les cryptos dans la tendance rapidement. Et on va en rester là. C'était très long, hein. On est à combien là aujourd'hui là? On a une heure de vidéo. Bon bah, ça fera le week-end, hein, je pense, pour vous. Donc on va voir les cryptos dans la tendance. Et on va en rester là. Donc voilà, comme d'habitude, Solana. Donc on a le sol. Alors le Anal Sol, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir ça. Et voilà, vous avez Chainlink, Bonk, Ethereum, Bitcoin et les layers 2 d'Ethereum. Les layers 2, c'est les couches de niveau 2 qui vont venir aider le réseau Ethereum à être plus rapide, à avoir moins de frais. Vous avez des projets comme Polygon, Arbitrum, Optimism. Ça, c'est des couches de niveau 2 là. Donc Anal Sol, je ne sais pas c'est quoi. Je vais essayer d'aller voir c'est quoi. Je ne sais pas. Site internet. Voyons voir ce que c'est. Regardez à droite, à gauche. Alors, créé comme le point culminant de tous les événements mémorables sur Solana, feuille de route. Donc, apparemment, c'est une feuille. C'est des informations sur le réseau Solana pour vous tenir au courant, tout ça. Et ils ont créé une crypto pour ça, Analsol. Donc, pour suivre en fait tous les événements liés à Solana. Bon, bah, ça peut marcher. Hein. Alors, sur une semaine, bon, finalement, c'est mitigé. Mais elle est dans les tendances. Donc, sachez-le. Donc, voilà. Sinon, c'est Solana qui reste en top des tendances. C'est le réseau qui explose tout. Sur la DeFi, le gaming, tout. En fait, tous les gens se rendent compte que Solana, c'est parfait. C'est rapide, c'est très peu coûteux. Et donc, voilà. On finit sur ça. Donc, voilà pour ce très long format. Et donc, le résumé, c'est que on a un vent positif sur les marchés. Et ça pourrait continuer un peu en 2024. Donc, prudence quand même. Les marchés sont plus hauts sur les marchés traditionnels. Et donc, c'est sur les cryptos qu'il faut être. Les cryptos, vous voyez, je vous ai montré des charts, ça va monter et ça va aller très haut. Sur le court terme, ça peut corriger, mais sur le moyen long terme, ça va exploser. Donc voilà où il faut être pour moi. Donc voilà, on reste au courant pour d'autres vidéos. On se tient au courant. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se revoit pour d'autres vidéos. Il y aura peut-être des versus, peut-être Chainlink contre Pit Network. Donnez-moi des idées en tout cas en commentaire, tout ça. Allez, bah, bonne soirée à tous et on se tient au courant. Force à nous, hein. Allez, à plus.